Bien, mes chers collègues, nous entendons aujourd'hui le commissaire européen à l'agriculture, M. Wojciechowski, que je remercie pour sa présence. Monsieur le commissaire, vous êtes aujourd'hui à Paris, où se tient en ce moment le Salon international de l'agriculture. Plusieurs d'entre nous nous y sommes rendus à la rencontre des agriculteurs et des éleveurs français, et nous avons pu entendre leurs inquiétudes. En effet, la nouvelle politique agricole commune, décidée par l'Union européenne pour la période 2021-2027, est entrée en vigueur il y a tout juste 2 mois. La Commission européenne a validé tous les plans stratégiques nationaux. Néanmoins, une abondante et très technique législation dérivée fait encore défaut. Il ressort, selon moi, 3 motifs d'inquiétude légitimes. La soutenabilité du renforcement des ambitions environnementales. La concurrence déloyale au sein de l'Union du fait du nouveau mode de mise en œuvre décentralisé de la PAC, mais aussi de la part des pays tiers bénéficiaires d'accords commerciaux. La baisse en termes réels du budget de cette nouvelle PAC, baisse que nous avions déjà déplorée en 2021, mais qui est encore plus forte que nous le redoutions puisque l'inflation annuelle dépasse aujourd'hui largement l'hypothèse de 2% sur laquelle était construite le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Sur tous ces points, le Sénat français a sonné l'alarme à plusieurs reprises. Dans une résolution du 6 mai 2022, notre Assemblée a notamment posé la question de la soutenabilité économique du pacte vert, qui, selon plusieurs études indépendantes, risque de faire reculer la production agricole européenne de 5 à 20% d'ici 2030, suivant les filières et les scénarios étudiés. Monsieur le commissaire, quand la Commission européenne publiera-t-elle, enfin, l'étude d'impact complète du volet agricole du pacte vert? Renoncer d'ici 2030 à 10% de la surface agricole utile européenne, tout en diminuant de 50% l'utilisation des pesticides et en quadruplant à 25% les terres converties en bio, n'est-ce pas nécessairement opter pour la décroissance? Pourtant, la guerre en Ukraine change la donne. Déjà, elle renchérit fortement le prix des engrais et celui de l'énergie et provoque un afflux d'importations de produits agricoles ukrainiens exemptés de droits de douane. Mais surtout, cette guerre rappelle à l'Union l'impératif de souveraineté alimentaire, reconnu par les 27 au sommet de Versailles il y a 1 an. Dès lors, comment justifiez-vous que le volet agricole du pacte vert n'ait fait depuis l'objet d'aucune réorientation de fonds, mis à part quelques ajustements à la marge? Deuxième défi pour notre agriculture, les accords commerciaux. Le pacte vert repose sur le postulat qu'une hausse de la qualité des produits garantira de meilleurs revenus à nos agriculteurs. Or, les accords commerciaux conclus par l'Union favorisent les importations de produits bon marché qui ne répondent pas aux mêmes standards environnementaux et sanitaires. Je pense notamment à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui, s'il était ratifié, faciliterait des importations de viande bovine en provenance du Brésil, alors que des antibiotiques activateurs de croissance y sont encore utilisés. Dans quelle mesure soutenez-vous l'insertion des clauses miroirs dans les accords commerciaux, engageant les pays tiers à mettre en conformité leur mode de production avec ceux que nous imposons au titre du pacte vert? Le président de la République française a annoncé samedi un nouveau plan destiné à diminuer l'usage des pesticides dans la droite ligne des exigences européennes. Dernièrement, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'en finir définitivement avec les néonicotinoïdes a pris de court les planteurs de betteraves français qui vont assurément perdre des cultures, faute de pouvoir les protéger efficacement contre la jaunisse. À court terme, prévoyez-vous d'activer une mesure de crise pour leur venir en aide, voire, et ce sera peut-être dit, d'éteindre la question des minimis? Et à plus long terme, comment comptez-vous les préserver contre toute distorsion de concurrence en matière d'usage de tels pesticides que l'Europe s'interdit, mais que d'autres continuent d'utiliser? Ma troisième préoccupation est d'ordre budgétaire. Le rythme actuel de hausse des prix évolue autour de 10% dans la plupart des États membres. Selon une étude de Farm Europe, le budget de la PAC diminuerait ainsi de plus de 85 milliards d'euros en termes réels
au cours de la période 2021 à 2027 par rapport à 2020, soit une baisse de l'ordre de 22%. La Commission entend-elle tirer parti de la révision obligatoire du cadre financier pluriannuel à mi-parcours pour proposer de réévaluer le budget de la PAC en termes réels, alors même que le contexte géopolitique risque de plaider pour d'autres priorités budgétaires? J'en reste là et je vous laisse la parole, Monsieur le Commissaire, en vous remerciant encore de votre présence. Je sais que vous profitez du salon, mais c'est heureux que vous puissiez nous rendre visite. Et je sais aussi que certains de nos collègues sont prêts à vous poser aussi des questions après votre propos. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers membres du Sénat, Mesdames, Messieurs, merci pour votre invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant vous encore une fois. C'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire en personne également, puisque la dernière fois, évidemment, les circonstances étaient différentes et nous ne pouvions que nous rencontrer en ligne. Donc vraiment, c'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer en personne. Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est effectivement une période clé pour l'agriculture européenne. C'est le début de la réforme de la PAC. Effectivement, il y a cette nouvelle introduction de 28 stratégies, puisqu'effectivement en Belgique, il y a 2 stratégies différentes, puisqu'il y a 2 régions distinctes. Mais peut-être, pour commencer, j'ai 2 observations positives à faire. Grâce à nos agriculteurs, la sécurité alimentaire dans cette situation de crise après la pandémie de Covid-19 qui a eu un impact sur les systèmes alimentaires en Europe et dans le monde. Et puis, évidemment, en ces temps de guerre, d'agression injuste, illégale contre l'Ukraine, nous avons été encore confrontés à de grands risques pour les systèmes alimentaires au niveau mondial. Les producteurs, les exportateurs, particulièrement les exportateurs de céréales, jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire au niveau mondial. Et donc, grâce à nos agriculteurs, grâce aux agriculteurs européens, et notamment les agriculteurs français, puisqu'ils ont contribué en grande partie à cette sécurité alimentaire que nous avons pu garantir au sein de l'Union européenne. La nourriture était disponible partout au sein de l'Union européenne pendant toute cette année passée et nous devrions vraiment être reconnaissants envers nos agriculteurs pour ce travail effectué. Voilà, donc c'est une observation plutôt positive. Mais bien sûr, nous avons également des informations inquiétantes en ce qui concerne l'avenir de l'agriculture au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, nous avons les résultats du census agricole, du recensement agricole au sein de l'Union européenne. Nous avons fait cette étude dans tous les pays européens et nous avons comparé la situation agricole. Donc, nous avons fait une étude entre 2010 et 2020, en regardant les chiffres sur ces 10 années. Et on peut effectivement observer des tendances négatives pendant cette décennie. Tout d'abord, le nombre de fermes a été réduit. On a perdu 3 millions d'exploitations agricoles entre 2010 et 2020. En 2010, on avait 12 millions d'exploitations et maintenant, on en a 9 millions. Donc 3 millions, ça veut dire 800 exploitations par jour. Nous perdons 800 exploitations par jour dans l'Union européenne. En France, c'est 25% des exploitations agricoles qui ont disparu. 24% en France, plutôt.
puisqu'on avait 516 000 exploitations en 2010 et en 2020, 393 000. Alors, les situations diffèrent en fonction des États membres, bien sûr, mais dans l'ensemble, on peut observer qu'on a perdu trop d'exploitations agricoles au sein de l'Union européenne. On a la concentration des cultures, bien sûr. Le nombre d'exploitations de plus de 100 hectares a augmenté, puisqu'on en a maintenant. Il y en avait 286 000 en 2010 et en 2020, on en décompte 327 000. Et on a également un changement dans les dimensions des exploitations. En 2010, 76 millions d'hectares. En 2020, 82 millions d'hectares. En France, on est passé de 16 millions d'hectares à 18 millions et demi d'hectares. La deuxième tendance qui peut être inquiétante, c'est la réduction des zones agricoles. En 2010, on était à 159 millions d'hectares au sein de l'Union européenne. En 2020, c'était une zone recouvrant 157 millions et demi d'hectares. Donc nous avons perdu 1,5 million d'hectares en une décennie. En France, on a également une réduction de 2%. On passe de 27,8 millions d'hectares à 27,3 millions d'hectares. Donc, c'est également une réduction. On a également une autre problématique qui est le manque de renouvellement générationnel. On passe d'un âge moyen au sein de l'Union européenne de 55 à 57 ans et un tiers des agriculteurs européens ont plus de 65 ans. Et il y a des défis auxquels il faut trouver des réponses à l'avenir. Et bien sûr, il faut pouvoir penser à l'avenir de la PAC. On a donc maintenant les plans stratégiques. La France était l'un des premiers pays dont le plan national a été accepté. Il y a eu 7 pays qui ont été 7 stratégies nationales qui ont été approuvées en premier, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Finlande et la Pologne. C'était en août. Les derniers plans stratégiques qui ont été approuvés en décembre, c'était notamment le plan des Pays-Bas. Et donc, à présent, on peut avoir une vision un peu plus stable de l'agriculture d'ici à 2027. Mais il faut que nous commencions à penser à l'avenir après 2027. L'ambition de la Commission, c'est de préparer cette première vision de l'avenir de la PAC après 2027. Et l'idée, c'est de pouvoir faire cela avant la fin du mandat. Et donc, il faut pouvoir entamer des discussions très importantes sur l'avenir de la PAC. Peut-être que cette réunion est justement une bonne opportunité pour lancer ces discussions avec le Sénat français. Alors, quels sont les principaux défis pour l'avenir de l'agriculture?
Donc il y a 4 dimensions. La sécurité, la stabilité, la durabilité et la solidarité. Alors en anglais, ça fait 4 S. Sécurité, stabilité, soutenabilité, donc durabilité. Alors bien sûr, la sécurité alimentaire pour nos citoyens tout d'abord. Le rôle de l'agriculture, c'est bien sûr de garantir la sécurité alimentaire. Et il faut que les politiques soient faites avec cet objectif en vue. Alors quel est le risque ici? Eh bien, il y a cette question du budget, bien sûr. Pour la PAC, on dépense environ 60 milliards d'euros par an. On a le budget pour 2023-2027. On est sur 307 milliards d'euros, en incluant les cofinancements nationaux. Donc ça fait effectivement 60 milliards par an. Mais ça ne représente que 0,4% du PIB européen. 0,4%. Je pense que ce n'est pas suffisant pour garantir la sécurité alimentaire à long terme. Ce n'est pas suffisant. Ensuite, la stabilité pour les agriculteurs, la stabilité des revenus, la stabilité du niveau de vie et stabilité évidemment dans les temps de crise. Le problème dans l'agriculture, c'est qu'il n'y a pas assez d'outils permettant de faire face aux crises, permettant de pouvoir gérer les crises. Il y a beaucoup de facteurs de risque pour les agriculteurs. Avant, il y avait déjà les événements climatiques, les catastrophes naturelles, mais effectivement, aujourd'hui, on est confronté à de nouveaux risques, des risques géopolitiques. Les interdictions de commerce, on a vu ça avec l'invasion russe en Ukraine. On a vu les conséquences de la guerre. En fait, ces problèmes politiques ont un effet sur les agriculteurs. Les prix de l'énergie, le prix des engrais, cela augmente les coûts de production. Et il faudrait qu'il y ait davantage d'instruments pour pouvoir mieux gérer les temps de crise. Trop souvent, on parle d'une aide de l'État, mais ce n'est pas la meilleure solution. Parfois, il faut y avoir recours, justement parce qu'on n'a pas encore assez d'instruments au sein de la PAC, puisque la réserve de crise, cela ne représente que 500 millions d'euros par an. Mais il faut pouvoir renforcer les instruments de gestion de crise. Il faut qu'il y ait plus d'outils au niveau européen pour soutenir les agriculteurs en situation de crise. Ensuite, la soutenabilité, la durabilité. Bien sûr, il faut que nous puissions continuer la réforme des politiques agricoles pour que l'agriculture soit plus en phase avec les mesures environnementales, continuer la stratégie de la ferme à la fourchette. Il faut continuer à encourager les tendances qui visent à préserver l'environnement. Les éco-programmes qui permettent de pouvoir s'assurer que l'agriculture respecte l'environnement, continue à encourager le bio pour s'assurer du bien-être animal. Donc tout cela, il faut continuer. Tout cela contribue à la sécurité alimentaire européenne. Les plus grands exportateurs alimentaires en 2021, l'Union européenne, on a exporté pour 184 milliards d'euros, importation 122 milliards
d'euros, donc il y a une balance positive de 62 milliards. Nous avons beaucoup contribué à la sécurité alimentaire au niveau mondial. Et il faut prendre en compte ce rôle, n'est-ce pas? Il va de notre responsabilité pour ce qui est de la sécurité alimentaire au niveau mondial. On parle ici de la solidarité. Solidarité vis-à-vis des pays, des peuples du monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Comme nous savons qu'il y a ces situations dans le monde. Il demeure d'autres enjeux pour nos systèmes alimentaires, pour l'agriculture à l'avenir. J'aimerais vous inviter, mesdames, messieurs les sénateurs, à participer à cette discussion. Bien sûr, je me tiens disposé à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie encore une fois, mesdames, messieurs les sénateurs. Je me tiens prêt à participer à cette discussion. Merci beaucoup. Bien, merci monsieur le commissaire. Je vais commencer à passer la parole à mes collègues et puis s'il y a des éléments ou des questions qui n'auraient pas été posées, je compléterai. On a Madame Grunier aussi. Je vais commencer. On va prendre les questions, monsieur le commissaire, si vous le voulez bien, par trois. Oui, Comme ça vous permet de répondre par paquet. OK. Donc on va commencer par Pierre Louot et se prépare Olivier Rittmann. Oui, monsieur le commissaire, merci d'être venu parmi nous. Je voudrais vous interroger sur la problématique de la filière betterave avec la disparition de l'utilisation en France seulement des néonicotinoïdes, tout simplement à cause d'une transposition française. Ce n'est pas l'Europe qui est responsable, il faut l'indiquer. Cependant, on a une filière avec un jugement de la Cour européenne qui date du mois de janvier dernier, qui interdit le système, qui refuse le système dérogatoire qui avait été accordé à la France, permettant le traitement des semences par une néonicotinoïde. C'est le mode de traitement qui est là mis en cause. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a distorsion de concurrence entre la filière française et les autres pays européens pour la production de sucre de betterave. Il avait été pourtant engagé un important programme de recherche qui, en attente de la fin de la dérogation, qui permettrait d'obtenir des solutions alternatives, notamment de se passer de produits chimiques. Malheureusement, dans l'immédiat, il faut pouvoir soutenir la filière sucrière européenne pendant environ 3 ans, le temps qu'on ait véritablement des solutions de rechange. Je voulais vous demander si l'Europe pourrait contribuer à soutenir cette filière française afin de rétablir une concurrence légitime en Europe, ou est-ce qu'elle accepterait d'accorder à l'État français une dérogation sur la règle des minimis pour soutenir à bonne hauteur les producteurs français? Merci Pierre-Olivier. Se prépare Patricia Schillinger. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire européen à l'agriculture, j'ai été désigné rapporteur par la présidente de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas, d'une mission d'information sur, je le mets entre guillemets, la viande issue de cultures cellulaires, avec mon collègue Henri Cabanel. Nous publierons notre rapport mi-mars et j'espère qu'il sera lu avec attention à Bruxelles, car il se veut dépassionné et consensuel. Et en définitive, c'est bien la Commission européenne qui prendra la décision d'autoriser ou non ces produits de culture cellulaire au sein de l'Union, après un avis de l'EFSA et un vote des États membres à la majorité qualifiée. J'aurais une première question relative à une réponse que vous avez apportée le 1er février à une question écrite d'un parlementaire européen sur le réexamen de votre politique en matière de protéines. Vous y dites que cette révision, je cite, « promouvra la production de protéines végétales et alternatives dans l'Union européenne ». Pouvez-vous nous indiquer si la viande cellulaire ou la fermentation de précision font partie de ces protéines alternatives qui pourraient être promues par la Commission? Il semble que les seules subventions publiques directes à l'innovation dans ce domaine en France aient été cofinancées sur des fonds européens. Pouvez-vous nous dire si cela rentre dans un programme en particulier? Enfin, et par ailleurs, dans l'hypothèse où le produit serait autorisé, vous seriez aussi compétent pour définir des règles de dénomination ou d'étiquetage. Quelles pistes
vous semble envisageable en la matière, en cohérence avec la révision du règlement information aux consommateurs, INCO, de 2011 sur l'étiquetage des denrées? Comment voyez-vous en particulier les réglementations qui visent à interdire l'usage du mot viande, lait et de tout terme faisant référence à des produits d'origine animale? Merci. Merci, Patricia Schiller. Oui, je vais être très bref parce que mon collègue a déjà posé une grande partie de la question sur les betteraviers. Demain, Monsieur le Ministre, vous allez rencontrer Monsieur le Ministre Marc Fesneau sur ce sujet-là. Et nous aimerions bien savoir quelle est votre position sur cette filière, parce que nous devons vraiment travailler au niveau européen pour trouver une solution dans les jours et dans les mois à venir, pour trouver justement une harmonisation des traitements. Et donc, c'est vrai qu'il faut de l'apaisement, mais il faut aussi une réactivité. Merci. Merci. Merci pour vos questions. Sur la question des néonicotinoïdes et la décision de la Cour, je suis conscient de la sensibilité de ce sujet, de cette décision. En qualité de commissaire, je suis très étroitement cette question, les impacts sur la production de betterave et du sucre de betterave dans l'Union européenne. L'impact de cette interdiction est difficile à évaluer à ce stade. L'impact du virus la jaunisse sur les betteraves varie d'année en année, de région en région. Il y a beaucoup de facteurs, le climat, d'autres traitements utilisés, etc. Nous savons, par notre expérience en 2020, que la première année dans laquelle il y a eu une interdiction des néonicotinoïdes, de nombreux pays, notamment la France, en première place de la production du sucre de betterave, a connu des pertes agricoles importantes du fait du virus. Nous sommes en train d'estimer cette perte qui est d'environ 28% par rapport à 2019. Cela est dû à ce virus et d'autres facteurs durant l'été. Il y a une autorisation d'urgence du fait de cette situation dans les années qui ont suivi. La Belgique, la Tchéquie, l'Allemagne notamment souhaitaient utiliser, faire valoir ces exemptions jusqu'à 2023. Cela ne veut pas dire que cela aura un impact sur les saisons à venir. Je crois savoir que les nouvelles estimations nous disent qu'en 2023, il y aura moins de production qu'en 2020. Je crois comprendre que vous faites des simulations et nous allons attendre vos estimations sur cet impact potentiel. Alors, après les décisions, il nous faut trouver une entente générale et voir comment assurer un suivi après cette décision. La Commission analyse la décision de la Cour et nos collègues du département de santé travaillent avec les États membres. Ce qui est des solutions. Il nous faut soutenir les agriculteurs, trouver de nouvelles méthodes de recherche. Je crois comprendre que vous recherchez des options pour indemniser les agriculteurs. Nous avons eu une réunion. J'aimerais vous demander si vous avez identifié des solutions concrètes d'ores et déjà, parce que dans les règles des aides de l'État, il est possible aux États d'indemniser les exploitants agricoles pour toute perte liée aux nuisibles au titre de l'article 26, comme vous le connaissez. Donc les indemnisations sont tout à fait possibles. Ça veut dire que cette aide peut couvrir 100% de la valeur de marché des plantes détruites, calculée sur la base de la valeur de marché des plantations
durant l'année de destruction par les nuisibles, si cela est confirmé. Il n'y a pas besoin de notifier ce genre de programme d'aide en avance. Si ces conditions sont satisfaites, on estime qu'il y aura un impact sur la production de betteraves cette année. Et nous ne pensons pas que les mesures extraordinaires cette année sont justifiées. Il faudrait une évaluation de l'impact que nous n'avons pas encore pour l'instant. Je parle maintenant des produits alternatifs qui sont d'ores et déjà possibles dans l'Union européenne, au niveau national. Il y a des produits qui ont un taux d'efficacité de plus de 90%. D'autres produits sont identifiés, des alternatives aux néonicotinoïdes qui peuvent être utilisés dans la filière de la betterave. Il est difficile d'anticiper leur venue sur le marché car leur homologation, le dossier d'homologation n'a pas été encore soumis. La France a lancé un programme de recherche de 3 ans pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes et je me réjouis d'avance d'avoir les résultats en 2024. Sur le temps plus long, il a déjà été lancé plus de 30 programmes de recherche avec près de 60 millions d'euros pour protéger les plantes et prévenir ou améliorer la gestion des nuisibles et trouver de nouvelles solutions de protection des plantes et de sauvegarde de la nature et de la sécurité alimentaire. La question de M. Reitman, si j'ai bien retenu le nom, la question concernait les produits issus de la production animale. Il n'y a aucune intention d'introduire une interdiction des produits animaliers pour réduire la production de ces produits dans l'Union européenne. Dans le cadre de la réforme, il y a de nombreux instruments qui soutiennent ce secteur, notamment les outils pour garantir le bien-être des animaux, l'éco-programme qui permet de soutenir les exploitants qui prennent soin de leurs bêtes. Et il y a un budget qui a été augmenté pour ça. Le budget a augmenté d'1,5 milliard d'euros en glissement annuel, d'1,5 à 7,5 dans cette stratégie actuelle, cette stratégie qui court sur 5 ans, jusqu'à 2027. Donc la production de la viande durable est soutenue. Pardon ? Je pense, pour les traducteurs, que la traduction de la question de M. Reitman n'est pas la bonne, ou peut-être que le commissaire a mal perçu. Mais en fait, M. Reitman posait une question sur des produits de substitution, les protéines que l'on fait croître, des protéines cellulaires, voilà, c'est ça, la viande cellulaire. C'était plutôt sur cette question et sur donc la façon dont l'Union européenne et entre autres la Commission seraient prêtes à la labelliser, à la reconnaître, à l'intégrer et en y adaptant les Nutri-Score adaptés. Je pense que c'est la question. Donc, a-t-elle été comprise par ou retransmise correctement? Si je peux me permettre, il y a surtout 2 questions. La première, c'est est-ce que ces viandes issues de cultures cellulaires, dites viandes artificielles, font partie des alternatives qui vont être mises en avant dans le plan protéines européen et donc soutenues, puisque la décision viendra de la Commission européenne de savoir si elles sont autorisées ou pas dans les années qui viennent.
Et la deuxième chose, c'est sur l'étiquetage par rapport au règlement INCO. Est-ce que il y aura une volonté d'interdire l'usage de mots viande ou lait concernant ces produits issus de culture cellulaire, donc de viande in vitro ou de protéines de lait issues de la fermentation de précision? Merci. Si j'ai bien compris, on parle de l'étiquetage des produits alimentaires. C'est la responsabilité de d'autres commissaires, pas le commissaire de l'agriculture. Tout ce que je peux dire, c'est que je soutiens tout à fait le fait de protéger les exploitants agricoles, la production de viande, de lait. Cela est intégré dans le système d'étiquetage, réglementation sur la Nutri-Score. Sur le Nutri-Score, c'est une position très forte que l'on a, mais ce n'est pas une responsabilité directe qui est imposée à ma personne. Je pense que la question n'a pas encore été comprise. Peut-être que la translation n'est pas, la transcription n'est pas facile, la traduction n'est pas facile dans la mesure où peut-être que l'expertise sur la viande et les croissances cellulaires n'est pas connue des traducteurs. Donc je propose une chose, c'est qu'on posera la question par écrit au commissaire et on la transmettra à M. Rittmann, si vous préférez. Vous aurez à la fois le temps de l'étudier et elle sera mieux traduite. Merci. Je propose maintenant de passer la parole à Jacques Fernic, puis Pascal Gruny qui se prépare. Oui, merci Président. Monsieur le Commissaire, avec l'inflation et les prix des engrais de synthèse qui s'envolent, la dépendance de notre agriculture européenne à leur égard, à l'égard des engrais de synthèse, est encore plus dommageable, encore plus criante. Cette dépendance coûte cher aux agriculteurs. Ils demandent de plus en plus d'engrais de synthèse pour de moins en moins de bénéfices. Vous l'avez dit, vous nous l'avez rappelé fortement, c'est chaque jour près de 800 exploitations qui disparaissent en Europe. Cette dépendance, elle a aussi un coût. Ce sont des dommages pour la fertilité des sols, pour la qualité des aliments, de l'eau, des sols et par conséquent de notre santé. Donc il s'agit d'en sortir et c'est d'une certaine façon l'ambition des objectifs environnementaux de l'Union européenne. Or, depuis des mois, la guerre en Ukraine est d'une certaine façon l'occasion de remettre en selle, passez-moi l'expression, un modèle agricole dont on doit pourtant sortir. Elle sert à atténuer, à essayer de repousser les objectifs positifs, à mon sens, de la stratégie ferme à la fourchette et du pacte vert. Monsieur le Commissaire, est-ce que cette dérive ne vide-t-elle pas de sa substance la politique environnementale que la Commission essaye de mener? Comment enrayer cette dérive pour, au regard de l'impact climatique et environnemental de l'agriculture, réussir la transition vers l'agroécologie? Vous aurez compris que sur cette question, je ne suis pas tout à fait en phase avec mon président. C'est bien la démocratie, c'est ça. Et elle se fait correctement et poliment. Madame Gruny, et se prépare Didier Marie. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Commissaire. Globalement, moi j'ai une question très générale, c'est est-ce que l'Union européenne veut encore avoir des agriculteurs et une agriculture chez nous, partout? C'est la question qui est posée par tous les agriculteurs compte tenu de tout ce qu'on leur met comme barrière, comme frein, alors qu'on parle de souveraineté alimentaire et qu'on voit bien aussi que le sujet est aussi un sujet de géopolitique. Moi, j'ai l'habitude de dire, et je l'avais dit à votre collègue, M. Timmermans, les nouvelles politiques environnementales de l'Union européenne, c'est trop vite, trop fort. Parce que les expérimentations, c'est pas sur 6 mois quand on est agriculteur, c'est sur du long terme. Et quand on voit sur les néonicotinoïdes qu'on a supprimé aujourd'hui et on dit on va voir d'ici 3 ans si on a un produit de substitution, c'est juste pas possible et on va perdre le marché sucre
complètement, parce que le sucre, on l'exportait également, et quand on n'est plus sur les marchés, les clients s'en vont. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire. En revanche, des questions plus précises. La Commission a récemment validé une mesure trop limitée, trop tardive de suspension des droits, auparavant 6,5% à l'importation durée. Pour être efficace, il faut que cette mesure soit prolongée et élargie à tous les engrais azotés. Comptez-vous faire une telle proposition ? Sur le projet de règlement sourd, les objectifs qu'il contient feraient perdre 20% de la production agricole européenne. À notre avis, ce projet doit être amélioré sur 2 sujets. Pas d'interdiction sans solution, donc des objectifs de baisse des produits phyto au rythme d'apparition de solutions alternatives, c'est ce que je vous disais de manière générale. Pas d'interdiction en zone Natura 2000, non justifiée par la science et qui aboutirait à la disparition de l'agriculture dans d'énormes zones ici en France. Est-ce que vous seriez prêt à modifier cette proposition sourde dans ces 2 directions ? Et une deuxième question. La Commission annonce pour mi-2023 une proposition réglementaire sur les nouvelles techniques génomiques, NBT ou NGT. Il est essentiel que les agriculteurs européens aient accès, comme le reste du monde, à ces techniques, les seules capables d'obtenir rapidement des nouvelles variétés essentielles aux objectifs agroécologiques, par exemple des blés résistants à la sécheresse ou tolérants à certaines maladies. Donc les agriculteurs proposent que toutes les variétés obtenues par Sysgenèse et dont les modifications ne sont pas traçables soient considérées comme des variétés conventionnelles. Qu'en pensez-vous ? Et merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Merci, Pascal Didier. Merci, Président. Bonjour, Monsieur le Commissaire. D'abord, une question dans le même sens que celle de ma collègue Pascale Gruny concernant le règlement SUR qui est actuellement en débat au Parlement européen. Mais mon orientation est un tout petit peu différente de celle de ma collègue. Puisque je m'inquiète avec un certain nombre de collègues des retards qui sont pris dans l'examen de ce règlement et des freins qui sont mis par la commission Agri du Parlement européen. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les points de blocage principaux ? Comment la commission souhaite les dépasser ? Et quel est le calendrier d'adoption de ce règlement pour la Commission et comment elle va mener les négociations pour aboutir. Deuxième question qui découle un peu de cela, qui est dans le même esprit. Le président de la République française a évoqué tout récemment la nécessité de mettre en œuvre les clauses miroirs sur les sujets environnementaux et sanitaires dans les négociations de libre-échange, en particulier avec le Mercosur. Pouvez-vous nous préciser votre position sur le sujet? Puis enfin, troisième question. Vous savez qu'en France, nous sommes confrontés à une période de sécheresse inédite. Là aussi, les autorités ont annoncé un plan de sobriété. La Commission souhaite-t-elle, envisage-t-elle une initiative européenne sur ce sujet, considérant que ces problèmes d'accès à l'eau sont bien évidemment connus en France, mais aussi dans bon nombre d'autres pays européens. Et un usage raisonné de l'eau, notamment dans le domaine de l'agriculture, paraît aujourd'hui nécessaire. Quelle est la position de la Commission sur le sujet? Merci. Thank you very much for your questions. Merci beaucoup pour vos questions. Donc on observe l'inflation et donc l'augmentation des coûts de production, les coûts des intrants dans l'agriculture. Et tout d'abord, effectivement, le coût des engrais. Pour les engrais azotés, par exemple, on a une augmentation de 149% sur une année glissante. Donc effectivement, c'est un facteur de l'inflation sur les prix de l'alimentation. En novembre l'année dernière, nous avons présenté une communication sur les engrais. Nous avons proposé certaines actions
pour soutenir les agriculteurs, pour réduire les prix pour les engrais, notamment une aide d'État pour les producteurs d'engrais et des possibilités d'aide d'État pour les agriculteurs ressentant l'impact de l'augmentation des prix des engrais. On observe des effets positifs puisque dans les mois écoulés, les prix des engrais ont baissé de 30%. Donc on n'est plus sur les mêmes prix qu'en octobre, par exemple, de l'année dernière. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une baisse des prix. Mais au sein de la PAC, nous soutenons également les plans stratégiques et il y a beaucoup d'instruments qui permettent d'encourager des méthodes alternatives, utiliser des engrais naturels. Tout est possible avec les éco-programmes. Et dans cette communication sur les engrais, nous avons également encouragé les États membres à mettre en place des amendements par rapport au plan stratégique approuvé pour pouvoir introduire de nouveaux instruments permettant de soutenir les agriculteurs pour qu'ils soient moins dépendants des engrais synthétiques et pour les encourager à utiliser des engrais naturels et biologiques. Voilà donc déjà une proposition. Il y a eu un amendement d'ailleurs de la Pologne, mais il y a la possibilité pour tous les États membres de le faire. En 5 ans, vous avez la possibilité de changer 8 fois vos amendements, une fois que les plans stratégiques sont en vigueur. Et il y a la possibilité donc d'ajouter des amendements. On encourage les États membres à proposer des amendements. L'idée, c'est de vraiment soutenir les agriculteurs pour qu'ils soient moins dépendants des engrais synthétiques. En ce qui concerne la régulation sur les pesticides, la Commission a présenté une proposition ambitieuse pour réduire l'utilisation des pesticides de 50%. À présent, le projet est au Conseil. Mais alors, quel est le problème principal concerne les pesticides? Effectivement, c'est de trouver une solution juste pour tous les États membres, parce qu'on a des utilisations assez différentes des pesticides dans chacun des États membres. Il y a différents niveaux d'utilisation de pesticides, il y a différents niveaux d'utilisation. Il y a des pays qui utilisent beaucoup plus que d'autres. On a une utilisation de 9 kg par hectare pour le pays qui en utilise le plus et pour le pays qui en utilise le moins, c'est une utilisation qui correspond à 0,5 kg de pesticides par hectare. Donc il y a vraiment ici une opposition parfois entre certains États membres, puisque certains vont présenter une opinion. Ils vont expliquer que ce n'est pas juste d'avoir les mêmes attentes pour chaque État membre quand il y a une utilisation si variée des pesticides dans chaque État membre. En ce qui concerne les nouvelles techniques génomiques, suivant la requête du Conseil en 2019, la Commission a mené une étude sur les nouvelles techniques génomiques en se basant sur... C'est le comité qui a lancé une proposition législative. Les NGT sont des OGM et donc sont soumis à la législation sur les OGM. La législation est soumise à l'adoption en juin 2023. Ici, il nous faut vraiment faire attention à 2 aspects particuliers. Les brevets, il faut s'assurer que les agriculteurs ne fassent pas face à des prix accrus à cause du coût des brevets, et la coexistence entre les NGT et d'autres cultures. Il faut des règles pragmatiques sur la traçabilité et il faut maintenir le haut niveau de traçabilité
pour la qualité et l'innocuité des produits agricoles européens. Voilà, ça c'était pour la question sur les nouvelles techniques génomiques. Sur la sécheresse, oui, nous savons que beaucoup de pays sont affectés par la sécheresse, particulièrement même l'année dernière. Et la récolte de maïs à cause des sécheresses a été réduite. Effectivement, il y a une baisse de 27%. La France est aussi, bien sûr, fait face aussi à ce problème. Et donc sur l'utilisation de l'eau dans le cadre de l'éco-programme de la PAC, ce sont effectivement les éco-programmes qui peuvent mener à la réduction de l'utilisation de l'eau. Et donc on encourage la préservation des prairies qui peuvent être bénéfiques pour justement l'utilisation de l'eau. Il y a des mesures de gestion des sols pour prévenir l'érosion des sols et pour permettre de mieux retenir l'eau dans les sols. Il y a également la gestion de l'eau pour l'irrigation. Ça aussi, c'est couvert dans les réglementations de la PAC. L'investissement donc dans l'irrigation doit être accompagné d'économies en eau et doit contribuer à un bon niveau des corps d'eau. Il y a également l'encouragement d'agriculture stratégique permettant de sauvegarder l'eau. La culture biologique peut également permettre à une utilisation réduite de l'eau. On a également tout ce qui concerne la protection de la qualité de l'eau en réduisant les engrais synthétiques. Et donc tout cela est couvert par la PAC. Alors, on passe à Patrice Joly et se prépare Ludovic Hay. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Deux questions. La première concerne l'enveloppe globale des crédits PAC prévus dans le programme financier pluriannuel. On nous dit qu'en euros constants, à échéance 2027, cette enveloppe, en fait, en euros constants, correspondrait uniquement à 70% des crédits initialement prévus. Ce qui n'est pas sans manquer d'inquiéter une partie de l'agriculture, sinon l'essentiel, et je pense en particulier à l'élevage, dont les revenus sont essentiellement le résultat à la fois bien évidemment de la production, mais aussi de ces aides de la politique agricole commune. Donc je voudrais savoir quelles sont les réflexions qui sont aujourd'hui en cours à la Commission sur ce sujet qui est très inquiétant. Le deuxième chose concerne la question de la séquestration du carbone. On considère qu'il y a là une piste de rémunération supplémentaire pour les agriculteurs, également une manière aussi d'envisager de nouvelles modalités de production, mais qui doivent être génératrices de revenus. Et la question qui se pose s'agissant de la séquestration du carbone, c'est la certification effectivement de cette séquestration. Je voudrais savoir là aussi quelle réflexion il y a sur la fiabilité de ce que l'on appelle les crédits de carbone farming à Bruxelles. Merci. Ludovic. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Comme chacun le sait, l'eau est un élément vital, aussi bien pour nos agriculteurs dans le cadre de leur culture que pour nos concitoyens en usage plus direct. Nous sommes de nombreux sénateurs de départements frontaliers ou littoraux et sommes donc les premiers conscients que les eaux sont parfois transfrontalières. Elles nécessitent de ce fait une harmonisation de ces usages de part et d'autre des frontières. Alors, dans un contexte de forte variation de la gestion de l'eau sur nos territoires, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, de nombreux facteurs viennent altérer les ressources en eau et engendrent des différences de gestion. Parmi eux, nous pouvons identifier des phénomènes climatiques plus extrêmes, une augmentation des populations, une plus forte consommation d'eau par habitant, parfois une mauvaise gouvernance de l'eau résultant d'une absence d'institutions adéquates, et on passe également par le morcellement des structures existantes, avec un détournement excessif parfois des ressources publiques en eau pour des intérêts privés. Les retombées du déboisement, de l'assèchement des zones humides, vous en avez parlé, Monsieur le Commissaire, à l'instant, des pratiques agricoles non durables et l'absence d'assainissement sont d'autant de facteurs qui ont contribué à une diminution des ressources en eau, à une augmentation de la pollution des eaux et nécessitent plus que jamais une régulation des usages au niveau européen.
Monsieur le commissaire, encore une fois, au-delà de ce que vous venez d'évoquer avec des moyens techniques de préserver un maximum les ressources en eau, d'un point de vue plus législatif, au-delà de la charte européenne des ressources en eau élaborée en 2001, qui remplaçait celle de 1968, pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure l'Europe se saisit actuellement de cette question essentielle de la préservation de cette ressource précieuse, tout en n'obérant pas le développement agricole? Je vous remercie. Merci. Pour terminer, Florence Blatrix-Contat. D'accord. Encore 2 questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, comme mon collègue, en ce moment au Sénat, nous travaillons sur une mission sur l'eau et je partage ces préoccupations et je pense vraiment qu'il faut que l'Europe se saisisse de ce sujet. Je voulais pour ma part revenir sur un sujet sur lequel je vous avais alerté par écrit, c'est le projet de révision en cours des normes de commercialisation européenne concernant les volailles de chair qui ont suscité une forte inquiétude parmi nos éleveurs, en particulier dans mon département avec la OP Volaille de Bresse. Et donc le projet de révision initiale présenté et proposé par les services de la Commission européenne supprimait l'exclusivité d'une liste fermée de 5 mentions clairement définies qui devenait facultative avec une liberté laissée aux opérateurs d'en utiliser d'autres non homologuées. Donc nous avions alerté sur un double risque, celui de porter atteinte à une filière agricole de qualité, mais aussi celui d'une régression dans l'information des consommateurs. Vous m'avez indiqué partager notre préoccupation pour une législation qui soit à la fois un gage de valeur ajoutée pour les producteurs et de lisibilité pour les consommateurs. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément comment vous allez faire évoluer ce projet et quelles sont les prochaines étapes dans l'élaboration de ce projet de révision? Je vous remercie. Okay. Thank you, for your questions. Merci beaucoup pour vos questions. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à rebondir sur ce qui a été dit auparavant sur la réciprocité, sur les clauses miroirs. Effectivement, c'est très important pour la Commission de garantir qu'il y ait les mêmes normes pour nos producteurs, mais également pour les produits qui sont importés venant de pays tiers. Dans tous nos accords de libre-échange, nous incluons autant que possible ce principe de réciprocité. Parfois, ce n'est pas toujours complètement possible, parce qu'il nous faut également respecter les règles de l'OMC. Et parfois, nos normes de production sont très élevées et il est difficile d'exiger les mêmes normes et cela peut être considéré comme des obstacles au commerce. L'Union européenne est le plus gros exploitateur alimentaire et il est important de maintenir le commerce ouvert et il est important de ne pas créer des obstacles. Mais de manière générale, nous allons vraiment dans cette direction. Nous promouvons de forts standards de production. Par exemple, dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande, qui a été négocié l'année dernière, finalisé, les négociations ont été finalisées. Il y a une complète réciprocité des normes. Nous avons justement voulu garantir cela. Mais c'est notre intention de pouvoir vraiment avoir les mêmes normes. On a les normes de la plus haute qualité en termes de qualité, de bien-être animal et toutes ces normes. Nous cherchons vraiment à les mettre en avant et l'idée c'est de pouvoir vraiment garantir qu'en face les mêmes normes soient appliquées. En ce qui concerne la séquestration du carbone, alors bien sûr le carbon farming est compris dans l'éco-programme et beaucoup de pays ont décidé de l'inclure. Et les agriculteurs ont reçu les revenus additionnels correspondant à cette pratique. Le système de certification
Et le commerce de certification, c'est en préparation, c'est en cours de préparation. C'est un processus en cours. Le système est en train d'être préparé. En ce qui concerne la gestion des eaux, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'instruments permettant d'améliorer la gestion de l'eau au sein de la PAC, dans l'éco-programme, dans le financement correspondant au deuxième pilier de la PAC. Il y a des instruments qui existent au sein de la PAC et tout est établi dans la PAC. Tous ces instruments-là peuvent être utilisés. En ce qui concerne la volaille, and review of marketing standards as announced in the action plan annexed to the Farm to Fork strategy. Marketing standards are currently being les normes marketing sont en train d'être révisées pour différents secteurs agricoles. Il y a une consultation publique a été menée avant cela. Là, on en est à l'étape des discussions de groupes d'experts qui regroupent les 27 États membres. Je pense que la France peut vraiment se réjouir au vu de la façon dont les normes concernant le secteur de la volaille vont. Les choses se passent bien. Le foie gras, d'ailleurs, n'est pas atteint. En tout cas, toutes les discussions jusqu'à présent vont dans le sens de l'industrie française. Maintenant, il y a des rapports un peu inquiétants. La Commission, effectivement, voudrait abolir le label rouge. Je voudrais être très clair, la révision des standards marketing n'a pas à voir avec la qualité de la volaille et la Commission ne cherche pas à vraiment supprimer le label rouge. L'idée n'est pas de leur faire perdre leur sens. Nous reconnaissons que les consommateurs reconnaissent cela, qu'il y a des spécifications spécifiques dans les fermes et qui garantissent une qualité, un savoir-faire des producteurs. Et tout cela peut continuer à être promu et compris à sa juste valeur. Une nouvelle dénomination, eh bien, il y aurait des règles, des contrôles, il y a des textes qui sont en train d'être discutés avec les États membres. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de finalisation. Les 5 termes qui existent pour l'instant sont maintenus dans les documents de travail qui sont discutés par les experts des États membres. Le marché a bien sûr évolué et les attentes des consommateurs ont évolué, particulièrement quant au bien-être animal. D'autres dénominations additionnelles permettraient aurait effectivement un impact négatif sur la transparence et les termes seraient problématiques pour les clients. Et donc pour l'instant, tout cela reste interdit et on reste sur les 5 termes qui existent. Encore 2 questions. Donc Pierre Clippers et puis Amel Gacquer. Donc le troisième, Pierre Clippers, Franck Montaugé et Amel Gacquer. Et on arrêtera là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, la France, mais non seulement la France, toute l'Europe est très dépendante de ses besoins en protéines. Je dirais qu'elle dépend à peu près à 50%, voire un peu moins de 50% de ses besoins. Produire ce que nous consommons serait un minimum, au moins. Notre souveraineté protéique européenne devrait véritablement exister. Envisagez-vous un plan protéines européen rapidement pour que nous puissions être sécurisés dans nos approvisionnements pour nos élevages, mais bien sûr pour l'alimentation aussi. Franck ? Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Commissaire pour vos explications et vos réponses. Une question, s'il vous plaît. Dans le contexte économique et climatique que l'on connaît en ce moment, le devenir des territoires de polyculture élevage est en question, en France comme ailleurs en Europe. Sur ces territoires qui sont soumis à des caractéristiques pédoclimatiques contraignantes, le risque est que l'activité agricole disparaisse
et la vie économique et sociale tout court. Et ce processus de disparition est entamé en réalité sur beaucoup de ces territoires. La Commission européenne envisage-t-elle de faire évoluer le règlement relatif aux zones défavorisées en termes d'accessibilité, d'éligibilité à ce dispositif et peut-être même en matière de maximisation du budget, où la Commission européenne prévoit-elle la mise en place d'un règlement de type zone intermédiaire, donc intermédiaire entre les zones de grande culture à fort rendement et les zones de montagne, voilà, pour en définitive sauver ces zones de polyculture élevage qui sont en grande difficulté. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Alors je vais être assez courte puisque je vais aller dans la continuité de la question de Pierre Cuypers. En fait, ce matin, notamment dans le cadre du Salon international de l'agriculture, le sujet, en effet, de notre dépendance en matière de protéines végétales a été posé à plusieurs reprises. Je vais aller un petit peu plus loin juste pour dire qu'en effet, nous le sommes aujourd'hui encore massivement, que cela pose de vrais problèmes en termes de souveraineté et de dépendance vis-à-vis de pays tiers tels que le Brésil, tels que l'Argentine. Et puis, autre conséquence, c'est aussi ces conséquences en matière environnementale, notamment en matière de déforestation et également, j'ai envie de dire, d'émissions de gaz à effet de serre liées notamment au transport. Et donc, en 2022, de nombreux États membres s'étaient mis d'accord pour demander, faire appeler en tout cas de leur vœu pour une stratégie européenne, un plan d'indépendance en termes de protéines. Donc ma question va dans ce sens-là, mais plus que ça, puisque vous vous êtes engagé en fait à présenter un plan en début 2023. Et donc l'idée, c'est de savoir, enfin la question, c'est de savoir à aujourd'hui, d'en savoir plus en fait, tout simplement sur ce plan sur lequel vous vous êtes engagé fin d'année dernière pour encore une fois nous rendre plus indépendants. Merci. Merci, mesdames, messieurs les sénateurs, pour vos questions. Donc, tout d'abord, la souveraineté de la protéine, souveraineté protéinique. La Commission prépare une stratégie européenne de la protéine pour le premier trimestre 2024. Cette stratégie va faire fond sur l'évaluation du rapport 2017 sur les plantations de protéines et en intégrant les réalités du marché et les objectifs de durabilité, la stratégie va avoir une vue globale et intégrer les dépendances d'importation, intégrer la production de plantation et analyser la demande de protéines dans le secteur de l'élevage et réfléchir aux manières d'accroître la part de la protéine végétale. On va au-delà ici de la PAC et on considère toute la filière de la production des produits alimentaires de façon systémique. Cela va mobiliser tous les acteurs, publics comme privés, au niveau national et à l'échelon européen. À cet effet, nous nous réjouissons d'avance de votre participation active, de votre expérience au niveau national et la mise en œuvre des législations nationales sera très utile. Nous allons travailler ensemble pour finaliser les travaux et trouver des synergies. Et nous pourrons nous rapprocher ainsi de nos objectifs recherchés pour augmenter la sécurité alimentaire en réduisant l'impact sur l'environnement et le climat en France et ailleurs, dans toute l'Union européenne et dans le monde entier. Sur les régions qui comptent plusieurs modes de culture, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le sénateur. Nous voyons très bien le processus en cours, la disparition des exploitations agricoles de polyculture.
this is the best direction for to implement, to achieve the goals from the farm to fork strategy, to have the mixed il faut avoir une production mixte, polyvalente, élevage, plantation. C'est une manière d'atteindre nos objectifs stratégiques. Il faut que ces exploitations soient plus résilientes, mais malheureusement, durant la dernière décennie, nous avons perdu de nombreuses exploitations de ce type. Je vais passer en revue les chiffres. À l'échelon européen, nous avions en 2010 3 100 000 fermes. Nous avons perdu, de 2010 à 2020, 42% d'entre elles. Nous en avons 1 800 000. Quelle est la situation en France? Eh bien, 700 000 exploitations et en 2020, 45 000. Donc, une réduction de 35%, c'est un problème grave. Et dans notre plan stratégique, qui peut être amené à évoluer, bien sûr, nous voulons soutenir les exploitants agricoles de ce type dans le cadre d'un instrument pour leur permettre d'être moins dépendants des engrais chimiques, par exemple, parce que dans ces exploitations, il y a plus de possibilités d'utiliser des engrais naturels. Les purins, par exemple. Comme je l'ai rappelé plus tôt, il y a une communication de l'UE sur les engrais. Nous soutenons tout à fait, entièrement, toute possibilité d'amendement de ce plan stratégique dans la direction de soutien de ces types d'exploitation pour faire en sorte qu'ils soient plus indépendants et moins tributaires des engrais chimiques. Maintenant, j'en viens, si j'ai bien compris, la question sur les zones qui font face à des limitations, des limites naturelles, des contraintes naturelles. Alors, première fois que j'entends les signaux sur la qualification de ces régions particulières, je vais voir les changements dans le plan stratégique sur ce sujet. Je n'ai pas tous les chiffres, tous les détails sur cette question sous la main, mais je vous les ferai parvenir, monsieur le sénateur, pour que vous puissiez avoir tous les éléments d'information sur cette question. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre question. Merci beaucoup. Merci, monsieur le commissaire. Je pense que finalement, tous les commissaires, à part Pierre Ouzoulias, on a remarqué, qui n'a pas posé de questions, mais je pense que bon, ça a été chargé, riche, plein de questions. Alors, des questions qui restent sans réponse, mais monsieur le commissaire, nous vous écrirons et je demanderai aux collègues de nous poser un petit mail ou un petit exposé de leurs questions précises, afin que l'on puisse la transmettre au commissaire qui nous répondra, je le sais, dans les plus brefs délais. En tout cas, merci de votre disponibilité. Je sais que ces jours sont chargés. Le Salon de l'agriculture est grand à visiter. Les sénateurs qui sont ici le savent, puisque nous y allons, nous aussi, sur plusieurs jours et entre les sessions. D'autant que nous avons beaucoup de travail en ce moment, puisque vous savez, nous abordons le sujet et la question des retraites ici au Sénat pendant quelques jours, et ça va être un débat acharné, je dirais, mais propre en termes de démocratie et d'explication. Voilà. Merci en tout cas, monsieur le commissaire, et puis bon séjour à Paris.